Bonjour et bienvenue sur le plateau du grand débat du web, une émission de Digital Business News chaque semaine, également sur la chaîne Demain, en Ile-de-France sur les TNT et un peu partout sur les box. Vous pouvez nous retrouver sur Digital Business News quand vous le voulez et sur Demain très régulièrement avec plusieurs diffusions tout au long de la semaine. Bienvenue à tous. 4 invités aujourd'hui pour cette émission numéro 16. 16 comme la R16, ça parle plus à grand monde. 16 comme Louis XVI, ça parle encore plus aux anciens. Alors on ne parle pas que de Louis aujourd'hui, on parle aussi du regard, puisqu'il s'agit de faire de la télévision. Louis, le regard, la télévision, je sais c'était un peu mauvais, mais on va essayer d'être un peu mieux sur les sujets dont on va parler aujourd'hui, la réalité virtuelle, et on parlera également de quoi? On parlera des échanges pro. Comment est-ce qu'on communique aujourd'hui lorsqu'on est dans un cadre professionnel, à partir du moment où plus personne ne répond à ses mails ou presque, et plus personne ne répond à ses téléphones ou presque? Comment fait-on pour arriver à avoir des échanges pro? On a des spécialistes, ils nous en parleront. Les spécialistes, on commence par elle, c'est Marion Nougier. Salut Marion. Bonjour. Directrice marketing de WeBelong et également en charge des partenariats de Girls in Tech Paris, la branche française, on va dire, de Girls in Tech International, née à San Francisco, je crois bien. À côté de vous, quelqu'un qui commence à rentrer dans la catégorie ronde serviette depuis quelques émissions maintenant, Emmanuel Parodi, journaliste, bonjour. Bonjour Bertrand. Secrétaire général du GEST, que d'autres pouvons-nous dire là-dessus? Secrétaire général du GEST, le GEST, ça regroupe les éditeurs de presse en ligne, les services et presse en ligne. C'est quoi ce petit machin? C'est pas la Légion d'honneur? C'est la rosette pour le numérique. La rosette en pour le plastique. Ça rigole pas, hein. C'est joli. Puis on sent qu'ils ont mis les moyens quand ils ont fabriqué l'objet quand même. De l'autre côté, nous avons Jérémy Benmoussa, toujours l'homme aux chemises rayées avec les manches retroussées. Il adore ça. Toujours les manches Hein, retroussées. ça fait très très entrepreneur, le gars qui y va, le gars qui bosse, et ça tombe bien. Vous êtes connu pour être quelqu'un qui bosse 25 heures par jour et qui monte plein de boîtes en fait. Hein. Il y a un peu de ça, et aussi manager chez Octotechnologies où on accompagne les boîtes dans leur transfo digital. Il bosse tellement d'ailleurs que maintenant il a décidé de partager son expérience et d'expliquer aux autres comment bosser 25 heures par jour tout en étant efficace et tout ça sans dormir en fait. Exactement. En fait, le secret, c'est de ne plus dormir. Apparemment, ça se passe encore bien. Vous tenez encore debout. On va essayer d'aller jusqu'au bout de l'émission. Et puis, Fabrice Epelboin, alors là, catégorie ronde serviette platine, je veux dire, pour le créateur de Yogosha. Yogosha, toujours un petit mot sur Yogosha. Plateforme d'intermédiation entre des communautés de hackers qui viennent tester vos technologies pour repérer les failles et vous allez pouvoir acheter la détection de failles à ces hackers. Et vous êtes également enseignant à Sciences Po Paris. On a déjà eu l'occasion d'en parler. On a 2 sujets aujourd'hui. On commence par la réalité virtuelle et on commence surtout par une image. Regardez derrière, regardez dans l'écran cette image qui a fait le tour du monde il y a quelques semaines, celle de Mark Zuckerberg à Barcelone, au Mobile World Congress, en train d'arriver sur scène. Et avec tout le monde, j'étais quoi qu'ils avaient d'ailleurs, je ne sais même plus, c'est le Samsung qu'ils avaient, il me semble bien. Ils étaient tous pris dans leur truc de 3D ou de réalité virtuelle et personne ne l'a vu arriver. Alors est-ce que c'est une image qui est très bonne pour la com? Ça, c'est pas sûr du tout. D'ailleurs, Emmanuel, vous l'avez senti comment, vous, cette image-là? Au départ, la surprise, c'est vrai qu'il y a un effet wow, mais on l'a rapproché assez rapidement à la pub Apple des années 84, années 80. Avec les robots. Voilà, Big Brother. Donc paradoxalement, j'ai peur que la com se soit retournée contre Facebook. C'est-à-dire que c'est assez inquiétant presque comme image, même si au départ, c'est plutôt sympathique. En tout cas, c'était la première fois qu'on voyait une conférence qui se passait avec tout le monde avec son masque comme ça, son casque. Enfin, c'est très flippant quand même hein, comme image. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dictatorial dans cette histoire-là. Vous l'avez senti comment, Marion? Moi, ça me fait un peu peur. Honnêtement, si j'avais été dans la salle et qu'on me retransmettait Mark Zuckerberg entrée, je pense que j'aurais enlevé le masque pour voir la réalité en fait. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de regarder à ce moment-là. Est-ce qu'ils voyaient un Mark Zuckerberg virtuel en train de rentrer dans la salle? Je ne sais pas trop ce qu'on leur projetait à cet instant. Et si même ils se sont rendus compte que Mark Zuckerberg était en train de rentrer dans la salle à l'instant T. Il y a un petit malin qui l'a compris, c'est celui qui a fait la photo quand même, qui est vraiment, lui, légèrement inspiré de ne pas avoir mis le masque. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, ça m'amuse. Vraiment, ça m'amuse. D'abord parce que c'était une démo, donc ils viennent au Mobile World Congress pour tester ce genre de technologie. On leur donne des casques. Je pense que tous les mecs qui étaient dans la salle étaient contents de tester ce qu'on leur a donné. Il se trouve que Mark arrive à ce moment-là. Je pense qu'ils le savent même pas. Vous l'appelez Mark Zuckerberg, voilà. Je pense qu'ils sont pas au courant et que la photo juste montre un peu ce décalage de gens qui sont en train de regarder quelque chose de virtuel et ils seront jamais aussi proches de Zuckerberg de leur vie. Ils n'auront jamais une autre occasion de l'approcher et je pense que... Moi, je pense que dans l'histoire des nouvelles techno, c'est quand même une image qui restera. Dans 100 ans, on aura cette image-là comme étant un instant fort, quoi. Les gens ne se souviendront plus de qui était Mark Zuckerberg, mais se diront, tiens, c'est le moment où, en fait, l'homme s'est séparé en deux, en fait, entre celui qui restait un peu humain
et l'autre qui est en train d'apparaître. Je pense que dans 100 ans, on se souviendra de qui est Mark Zuckerberg et on se souviendra de cette pas sûr, espèce de... Moi, elle m'a aussi fait penser à une petite séquence de Matrix, quand on voit les êtres humains réduits à l'état de pile dans une immense machine où chacun est connecté pour tirer la substantifique moelle de chaque être humain. On est beaucoup plus proche de cette métaphore où effectivement l'être humain n'est guère qu'une machine à produire de la data pour alimenter des systèmes publicitaires. Et ça donne une société complètement aliénée, ça c'est clair. C'est une image qui l'a traduit merveilleusement bien, qui très clairement va rester. Et c'est bien qu'on commence à avoir ce genre d'image de façon à ce que les gens prennent conscience de ce qui est en train d'arriver. C'est une image très forte. Alors là, on a un masque qui produit un environnement 3D. On n'est pas dans ce qu'on appelle nécessairement la réalité virtuelle, encore qu'il faudrait peut-être... Comment vous faites la différence, vous, entre les deux? Peu importe, c'est une métaphore. Non, je parle de ce que voient les gens, ce que voient les gens à travers le Facebook masque. Ce que les gens voient à travers leur masque, là, à un moment précis, c'est de la 3D, c'est un environnement 3D. C'est pas forcément de la 3D, c'est une expérience immersive. C'est une réalité alternative, c'est autre chose que la vraie réalité, de la même façon que quand ils sont dans Facebook, ils voient autre chose qu'une réalité et ils sont réduits à l'état de machine à produire de la data Avec pour un alimenter cerveau la d'ailleurs pub. qui produit du comportement en fonction de ce qu'il voit, et il n'est pas du tout habitué, ce cerveau-là, humain, depuis l'histoire de l'humanité, à avoir des images qui sont comme ça décalées, et avoir un champ de vision qui se déplace comme ça avec le... Voilà. L'être humain n'était pas non plus habitué à cette espèce d'hyper-proximité que procure Facebook. L'être humain n'était pas non plus habitué à pouvoir donner son avis. C'est quelque chose de très récent. On avait une théorique liberté d'expression, on voit bien ses limites aujourd'hui, mais elle n'a jamais pu être appliquée. Ce sont des plateformes comme Facebook qui ont introduit ce nouveau droit, le droit à la liberté d'expression, dans des démocraties avec des guillemets comme la France. Jusqu'ici, on ne pouvait pas vraiment s'exprimer. C'était l'apanage d'une petite élite. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire et ça crée des changements radicaux dans notre société. La question qui se pose avec cette image-là, quand même, qui est symbolique, c'est est-ce que demain, après-demain, on va croiser dans la rue, dans les bus, dans le métro, des gens avec ça sur la figure, des gens qui vont vivre dans un monde virtuel une bonne partie de leur temps, y compris dans le champ commun de l'humain. Mais en fait, pourquoi pas les Oculus qui ont été présentés ou les Gear VR de Samsung qui ont été présentés au Mobile Congress, ils seront disponibles dans quelques semaines. Les cardboards sont disponibles à peu près partout. On peut déjà en avoir facilement. J'ai vu qu'hier que le packaging de Coca-Cola maintenant pouvait se transformer en cardboard. Donc on prend son packaging Coca-Cola, on le plie 3 fois et puis on met notre téléphone et on a un truc assez similaire. Donc de toute façon, on est en train de démocratiser ce qu'on appelle le VR, la réalité virtuelle, de façon assez exponentielle depuis quelques mois. Ça va forcément prendre de la place, ça va se vendre. Donc je suis pas très inquiet sur le fait que les gens l'achètent. Il y a une vraie attente. Donc en voir dans la rue demain des gens qui prennent le métro. Ça va se vendre comme les montres connectées se sont bien vendues au départ, parce qu'il y avait un espoir et que finalement les possibilités qui sont à l'intérieur sont assez limitées. Il faut aussi qu'il y ait un écosystème autour de tout ça. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un écosystème qui est déjà en train de se créer autour de tout ça. Au-delà des grosses entreprises comme Facebook, avec Oculus, comme Samsung, il y a, au-delà de ces entreprises-là, il y a un grand nombre de startups qui sont en train de se consacrer à la réalité virtuelle. Et en gros, dans 2 domaines. Soit dans l'entertainment, donc ce qu'on va pouvoir voir à la télé aujourd'hui, on va pouvoir créer une expérience un petit peu différente, soit dans un domaine plus pro. On voit des images d'applications dans la médecine ou ce genre de choses. Il y a tout un domaine dans lequel la réalité virtuelle a vraiment du sens, parce que c'est une vraie évolution technologique et ça peut vraiment aider des médecins à opérer à distance en voyant particulièrement bien ce qui se passe dans une salle opératoire. Il y a des applications professionnelles qu'on n'imagine, je pense, même pas encore. Alors, est-ce qu'on est dans l'entertainment ou dans le professionnel, l'utile, et pour le coup, le médical, par exemple, Emmanuel, qui, là, offre des champs d'expérimentation absolument colossaux, là. Alors, entièrement d'accord sur le médical. Moi, je crois beaucoup aux applications, on appelle ça, B2B, c'est-à-dire en usage professionnel, où là, effectivement, pourquoi ? Parce que l'appareil vient apporter la dernière composante qui manquait. On travaille déjà, les chirurgiens travaillent déjà à distance, j'ai envie de dire, en manipulant des robots. Donc c'est un peu la pièce finale d'un dispositif qui existe déjà. Sur le grand public, évidemment, c'est le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est le domaine sur lequel il y a une vraie raison, je dirais, d'être dans un environnement 360. Pour le reste, attention, il y a beaucoup de choses, c'est pas pour tout de suite, dans le sens où l'Oculus, il faut le connecter à un PC. Il ne faut pas oublier que le traitement graphique, c'est toujours une carte graphique qui coûte plutôt cher, donc c'est plutôt très haut de gamme. L'appareil lui-même coûte très cher. Donc la question du grand public, c'est le temps que ça va mettre, d'un point de vue technologique, à devenir accessible dans le salon, etc.
ça arrivera, il n'y a pas de souci, mais c'est pas sûr que ce soit... Il y a quand même du fantasme derrière ça. Pour l'instant, ces appareils-là, on en parlait dans une autre émission, c'est difficile physiquement de les tenir sur sa tête pendant ne serait-ce qu'un quart d'heure. 3 minutes, on a envie de vomir voilà. quand même, assez globalement. Voilà, il y a ça, il y a la chaleur, c'est physiquement difficile. Hein. C'est pas les lunettes 3D, hein, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus... On sent bien que le cerveau turbine très fort. En plus. Que le cerveau ne comprend plus ce qui se passe réellement parce que on n'est plus du tout dans les ratios habituels, vision humaine et traitement par le cerveau. Donc il y a aussi, est-ce qu'on n'est pas obligé finalement de prendre un temps d'apprentissage, d'un nouvel apprentissage du cerveau humain sur ce genre de matière, Marion? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un changement dans les usages aujourd'hui. On va être intéressé par la réalité virtuelle parce que c'est quelque chose de nouveau. Ça apporte une redynamisation finalement dans le monde pro, peut-être de la relation client. On va acheter son appartement directement avec son casque sur la tête. C'est sympa, ça. Voilà, voilà, c'est quelque chose qui crée une émotion un peu nouvelle. Après, dans l'usage quotidien, aujourd'hui, à part le cinéma et peut-être retrouver ses amis tous ensemble autour d'un salon autour d'une table, pardon, via son casque, ça peut être intéressant. Après, je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir tout de suite des applications qui puissent nous aider dans le quotidien. Ça vous branche de vivre dans des univers virtuels, une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour vous pouvez vous imaginer être avec votre truc là, sur votre canapé, ou même dans le boulot? Alors, dans le boulot, dans le monde pro, j'arrive à me projeter, j'arrive à voir facilement comment est-ce qu'on peut dynamiser un peu les relations qu'on peut avoir, que ce soit des échanges en interne dans l'entreprise ou sur la présentation d'un produit, ou sur la présentation ou la B-test d'un produit. Après, dans l'environnement perso, je le vois plus comme une façon de communiquer avec ma famille qui peut être à 800 km, très loin de... On peut faire un Skype et on n'est pas malheureux non plus. On n'est pas malheureux, mais peut-être que ça crée des émotions un peu différentes et qui seront enrichies avec d'autres outils, peut-être plus tard. Après, je ne sais pas, il faudra tester. C'est juste une évolution. Le Skype version VR, c'est juste la même expérience, plus immersive que le Skype sur un écran. Fondamentalement, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'on est dans un univers immersif parce qu'on a le sentiment, on voit, comme si on était sur place. On a tous vu, parce que ça a beaucoup circulé sur le web notamment, les expériences de personnes qui ne sont pas touchées physiquement mais qui ont l'impression de l'être parce qu'on a décalé leur regard avec un univers virtuel comme ça. Ça fait quand même un peu flipper. C'est quand même quelque chose qui est assez étonnant, parce que si on détourne ces utilisations-là de façon evil, négative, ça peut donner des choses assez terrifiantes quand même. Ça fait partie des technologies qui apportent un risque. Globalement, il y a un risque déontologique à une certaine utilisation de ce genre de choses. Il y a des risques de dérive, c'est-à-dire quelqu'un qui va l'utiliser 10 heures par jour pour jouer à un jeu vidéo, je ne suis pas sûr que ça ne lui atteigne pas un petit peu le cerveau aussi. Globalement, un peu comme toutes les nouvelles techno, ça apporte des nouvelles choses, on peut en tirer beaucoup de bénéfices. Faut aussi regarder le contre-coup de ça et le contrepoids de ça. Moi, personnellement, honnêtement, ça ne me fait pas vraiment peur. Je pense que c'est comme tout, il faut mettre un peu de bon sens au milieu de ça. Si j'en avais un demain, ça m'amuserait certainement de faire un Skype avec. Je ne pense pas que je passerai 2 heures dessus pour... De toute façon, si on refait la même émission dans 5 ans, la question ne se posera plus. On aura tous testé ça fera partie de notre vie et on trouvera ça aussi naturel qu'on a trouvé naturel d'être sur Facebook il y a 15 ans, 10 ans. On utilise tous quotidiennement des technologies infiniment plus dangereuses que ça. Qu'il puisse y avoir des utilisations malveillantes de ce genre de gadgets, c'est probable. Mais le fait d'être fiché en permanence dans une société dont la démocratie s'effrite chaque jour, c'est quand même infiniment plus dangereux, soyons honnêtes. C'est autre chose. Et ça, c'est pas du virtuel pour le coup. On passe au deuxième sujet de ce grand débat du web, numéro 16. On parlait de la possibilité avec Marion, pourquoi pas, d'avoir des échanges professionnels dans ce cadre-là virtuel, pourquoi pas. Ça évite de se déplacer, ça permet de balancer des documents et d'être dans une espèce de salle virtuelle. Mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour communiquer concrètement dans les modes de communication actuels, sans avoir ces masques-là, quand on est dans le secteur pro? Tout le monde envoie des mails, on voit bien qu'on a un taux de retour qui est quand même assez limité, qu'on a de plus en plus de gens qui traitent 1 fois par semaine leurs mails quand ils les traitent, et certains ne les traitent plus du tout, et vous annoncent clairement qu'ils ne le font plus. Le téléphone, ça devient un mode de communication qui, dans la plupart des entreprises, semble bloqué. Plus personne ne répond au téléphone, ou en tout cas, ça devient de plus en plus rare. Alors, comment est-ce qu'on fait pour communiquer? Est-ce qu'on utilise de façon efficace Facebook Messenger? Oui, en partie. Est-ce qu'on utilise le SMS? Oui. Est-ce qu'on utilise LinkedIn? Oui, encore. Slack? Ah, oui. Twitter, en direct message?
évidemment Skype, WhatsApp et plein d'autres, et pourquoi pas les pigeons voyageurs qui pourraient revenir à la mode si décidément on n'arrive pas à communiquer par les modes numériques. Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres? Bon, on repart vers Marion. Comment est-ce que vous communiquez, vous, du haut de vos quelques années de pratique professionnelle? Vous êtes la plus jeune de cette table. Comment je communique? Alors, je vais utiliser différents outils, différentes solutions selon le type de communication et le type de personne que je veux On est bien adresser. d'accord que mail et téléphone, ça devient chaud quand même. Alors, mail et téléphone, ça devient chaud, surtout les mails. J'ai fait une petite étude avant de venir et je me suis rendu compte que je passais 4 heures de mon temps par jour à traiter, catégoriser et répondre à tous mes mails. Ce qui est à peu près le temps moyen de n'importe quel cadre en France. Ce qui est, c'est juste énorme par rapport aux tâches opérationnelles qu'on doit exécuter au fil de la journée. Et au-delà de ces emails-là, j'ai une messagerie, j'utilise Messenger sur Facebook avec mes amis. Je vais utiliser Slack avec l'ensemble de mon Messenger, équipe. jamais professionnellement? Pas encore. Non. Pas encore. J'utilise beaucoup les direct messages sur Twitter. Donc Slack aussi. Voilà, Slack avec l'équipe, enfin avec l'ensemble de mon équipe. On va pouvoir créer des channels en fait sur les différentes thématiques et différents sujets qu'on veut aborder. Et ensuite, quand c'est dans le domaine professionnel, quand je veux aborder un prospect par exemple, je vais aller selon son activité, aller le pinguer entre guillemets sur Twitter directement ou aller essayer de rentrer en contact avec lui via LinkedIn. Et si ça ne fonctionne pas, je lui téléphone. C'est vraiment la dernière ressource. Voilà, et si vraiment ça ne fonctionne pas, j'y vais, je frappe. Et je demande à le voir. J'ai tendance à commencer par le téléphone et ensuite, à partir du moment où je vois que ça ne répond pas, je vais chercher d'autres. C'est assez intéressant ce que dit Marion, Emmanuel, parce qu'on s'aperçoit bien que maintenant, selon le mode de communication, selon l'ambition de la communication, on va choisir un canal différent. On a souvent utilisé le téléphone et le mail depuis 10 ans pour tout et pour rien, pour le privé, pour le public, on mélangeait un peu tout. Et maintenant, c'est fini tout ça. Il faut maintenant commencer à cibler un peu sa com, quoi. Oui, mais alors c'est pas simple parce que le paradoxe, les mails, on essaie de s'en débarrasser, parce que c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans qu'on se dit il faut absolument d'entreprise limiter le volume de mails. Ce qui est normal. Alors, on a essayé des plateformes. Slack, c'est le dernier. Moi, je suis d'accord, je le trouve assez bien comme plateforme. Mais en entreprise, on a quoi? Au départ, qu'est-ce qu'on avait comme autre outil? Alors, oui, il y avait les messengers. Mais les messengers, c'est pas dès que ça devient sophistiqué, on a besoin de travailler sur des documents, c'est compliqué. Alors, il y a les plateformes de gestion de projets et de tâches qui jouent un peu ce rôle-là en entreprise. C'est Slack en est une. Mais où les plateformes qui servent au debug, c'est les premières plateformes collaboratives des développeurs qui sont bien. Vous dites qu'il y a des erreurs, les messages s'affichent, le développeur il décide de traiter, il met en ordre. Et finalement, cette plateforme qui est là pour bosser en tant que développeur se transforme en entreprise, en mini-plateforme de communication. Mais alors le paradoxe de ces plateformes, c'est que quand vous êtes en déplacement ou ailleurs, qu'est-ce qui vous dit que machin dans l'entreprise est en train de communiquer avec vous? Ça marche quand vous êtes devant votre écran et que ça est un outil de travail que vous avez en permanence devant. Alors, moi, je me suis aperçu que, on croyait s'être débarrassé du mail, mais ces plateformes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous envoient une notification par email ou maintenant par téléphone pour vous dire machin a rajouté quelque chose dans le projet truc, etc. Alors, vous étiez peinard, vous n'utilisiez plus les mails, et en réalité, les plateformes deviennent des usines à balancer des notifications par mail pour vous dire connectez-vous à la plateforme, il y a machin qui vous pose une question, exactement comme les messengers de Facebook, où on disait plus besoin d'email, il y a le messenger de Facebook. Et dans votre email, vous voyez les alertes, comme quoi vous avez un message sur Facebook. Et comme ça ne fonctionne pas, ils vont rajouter à ça un petit SMS en sécurité. C'est un peu le paradoxe. Et le mail, je pense que le mail, on ne va pas arriver à s'en débarrasser en réalité. Parce que la question, c'est qu'il y a plein d'applications pour travailler, mais les applications que vous avez en permanence, tout le monde dit, qui permettent d'être contacté en permanence, c'est quand même le principe au travail, ça sera toujours des formats dérivés du mail, du SMS et peut-être du Messenger. On est bien d'accord que ce qu'on appelle les clients mail, c'est-à-dire ces applications qu'on utilise pour les mails, sont quand même néandertaliens en général. Dans le traitement, on est très très vite perdu dans la masse. C'est quand même assez terrible. On sait quand on est sur Yahoo, ça c'est possible. Quand vous êtes sur Google, même si les choses peuvent paraître anciennes, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on appelle le bureau virtuel. C'est la notion de bureau virtuel. C'est-à-dire que le mail est connecté à toutes les plateformes qui vous permettent d'éditer des documents, etc. C'est ça qui a changé. Mais paradoxalement, tout ça vient nourrir l'email. Les documents, ils sont partagés par email. C'est l'email qui vous dit, machin, partage un document avec vous. Donc l'email, ça continue, mais on essaie de trouver d'autres solutions. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'on est Slack. C'est un peu le cas. Fabrice? Très Slack. Très Slack. Oui, moi, c'est assez particulier. Je travaille essentiellement avec des hackers et Slack, ça n'est guère que de l'IRC sous stéroïdes.
Donc toutes les méthodologies On de peut la travail, noter, celle-là de l'IRC sous stéroïdes, elle est bien, on la garde. toutes les méthodes de travail qui existent depuis des décennies dans le milieu hacker et qui sont complètement structurées, non plus du tout sur le mail, mais sur l'IRC, qui est vraiment l'alpha et l'oméga de la communication dans le milieu hacker, se reconvertissent sur Slack en 10 secondes. On retrouve ses habitudes, on retrouve ses modes de travail, on retrouve la structuration des canaux propres à cet univers, ce qui fait que la transition entre l'IRC, qui est vraiment antédiluvien comme technologie, ça date de bien avant le web, à Slack est très très facile. Et pour ceux qui sont un poil méfiants et qui ne veulent pas trop confier la vie intime de leur entreprise à la NSA, parce que Slack est quand même une entreprise sous Une Patriot dimension Act, sécuritaire quand même. il y a l'équivalent Mattermost. Non mais c'est Slack, tu ne peux pas aller l'installer chez Dassault ou chez Matra. C'est du SaaS. invraisemblable, On est c'est d'accord. du SaaS. Et si tu traites de la donnée qui est un tant soit Voilà. peu Comment est-ce qu'on fait quand on est c'est justement en train de suicidaire. communiquer avec quelqu'un de chez Dassault ou Matra, si tant est que Il y a ça existe dans votre Mattermost, univers qui est mais, une copie de Slack en open source qui permet de faire une installation locale. Et là, vous maîtrisez. Donc ça veut dire votre que pour vous, il y a une solution, c'est la bonne, et que les autres modes de Non, pas communication du tout, peuvent- pas du tout. Non, mon cas est très particulier. Je travaille dans un environnement de gens qui sont parfaitement aguerris à ce type de communication que Parce que Slack j'ai bien met noté en que œuvre. vous étiez quand même quelqu'un qui répond à ses mails en moins de 10 minutes. Oui, oui, Très, très rapidement. j'utilise toujours les mails. Là-dessus, effectivement, je suis d'accord avec Emmanuel, on ne se débarrassera pas de ce truc, malheureusement. Mais par contre, ce que moi je note dans un environnement, encore une fois, qui est très particulier, c'est que la transition entre l'ère du mail et Slack s'est fait vraiment très très facilement. Et c'est vraiment une question, a priori, d'éducation de son écosystème, de façon à passer à des outils plus modernes que le mail. Jérémy, pareil. Il y a une évolution des usages. Personnellement, j'ai tué aucun de mes médias, à part le téléphone. C'est-à-dire que je téléphone jamais, je ne prends jamais mon téléphone, parce que ça me prend du temps, c'est catastrophique. Si je le fais, c'est vraiment qu'il y a une urgence. Non, il paraît que le prochain iPhone, il n'y aura plus de téléphone dedans, ça servira Parfait. à De rien. toute façon, du j'ai tout, pas hein. utilisé la fonction depuis l'iPhone 3, donc ça ne va pas me manquer. D'accord. Par contre, j'utilise beaucoup le SMS. Dans un cadre privé, j'utilise essentiellement le SMS. C'est rapide, je sais que ça va arriver, et ainsi de suite. iMessage, j'ai pas mal. Ça me dit quand la personne a reçu le message, quand elle l'a lu, au moins je sais que le message a été lu. Pour en revenir à Slack, moi j'ai une utilisation qui est assez similaire à tout le monde, sauf qu'un des gros avantages de Slack, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Slack centralise beaucoup de choses. C'est-à-dire que Slack a une des facultés de Slack, c'est qu'on peut plugger tout un tas d'outils tiers dessus. Moi je travaille beaucoup avec Trello, avec des flux RSS un peu dans tous les sens, et je peux créer des channels dédiés qui vont automatiquement, dès qu'il se passe quelque chose sur Trello, me l'importer dans Slack. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'avoir 50 fenêtres ouvertes toute la journée chez Slack. Je reçois une notification effectivement, mais tout de suite je vais voir qu'il s'est passé quelque chose dans Trello. Alors est-ce que ça mérite que j'aille dans Trello ou pas, ou est-ce que l'information me suffit? Dans 9 cas sur 10, l'information me suffit. Mais l'avantage de Slack, c'est que c'est une conversation très rapide avec l'ensemble de mes équipes et que j'ai un ensemble d'informations de tout un écosystème que j'utilise qui arrive dans Slack. Après, j'arrive pas à me débarrasser du mail non plus. Par contre, j'ai un peu changé mes usages. Je réponds de façon de plus en plus courte. C'est-à-dire que je fais de moins en moins de... Écoute, moi, j'ai été inspiré, j'ai lu un article il y a 4-5 ans sur la façon dont Steve Jobs répondait à ses mails. Et il disait, en 10 ans, il a mis une fois plus de 3 mots. Alors, j'en suis pas là, mais je tends un peu vers ça. C'est-à-dire que je fais de moins en moins de phrases et je vais un peu directement... J'essaie d'imaginer quelqu'un qui débarque sur Demain TV, qui tombe sur cette émission, qui n'est pas spécialement spécialiste du web et qui entend que j'importe Trello dans Slack et qui se dit dans quel univers de taré je suis tombé, vous êtes dans le grand débat du web, qui se termine d'ailleurs avec quelque chose que vous allez pouvoir comprendre. Les coups de cœur, les coups de gueule, ça s'appelle dans notre univers à nous, très facebookien, les plus 1, moins 1. On commence par Marion, plus 1, moins 1. Alors, En 15 secondes, rapidement. 15 secondes, Oui. Tout à l'heure, on parlait de la vidéo à 360 degrés, réalité virtuelle. Là, je vais parler du son à 360 degrés. Ah oui, c'est bien avec ça. la start-up 3D Sounds Lab. Je vous laisserai regarder. Start-up française. Je connais, c'est superbe. Voilà, qui est super. Ouais, alors, comment on appelle ça alors j'ai oublié le mot. Une immersion en C'est 3D, voilà. du son. C'est un nom technique en fait, et c'est quelque chose qui est vraiment très très impressionnant et qui marche avec n'importe quel casque d'ailleurs. Hein. On prend son casque traditionnel, il y a beaucoup de morceaux. Quelqu'un a le nom de ce traitement de son, enfin de cette nouvelle façon de penser le son en 3D? On retrouvera, on glissera dessous, je ne sais pas, on fera quelque chose, Emmanuel. On aura l'équipe de commenter. 3D Sounds Lab, c'est C'est vrai, ça. ouais, absolument. Alors, un plus 1, moins 1 en même temps, c'est-à-dire que c'est pas une innovation extraordinaire, mais j'ai envie de redonner un plus 1 à un appareil qui est un peu moche pour le grand public, qu'on appelle le NAS. Hein, c'est rien d'autre que la capacité de c'est stocker bien. sous son Et bureau. on peut mettre du Trello Voilà. sous Slack dans le Mais NAS ou pas? Parce que c'est Si, si, important. on peut mettre- oui, alors on peut mettre plein de choses. Alors pourquoi je ressors ça du panier? C'est parce que le coup de gueule, c'est le cloud, c'est-à-dire le cloud qui nous a ouvert plein de possibilités. Alors, avec ses dangers, je ne vais pas relancer Fabrice sur le sujet du cloud, mais là, maintenant en 2016, si vous avez un iPhone chez vous, si vous avez je sais pas, une box, etc., vous avez Windows sur votre PC, chaque fois, on commence à vous fournir
du cloud, c'est-à-dire que vous prenez des photos, c'est dans le cloud d'iOS, ça va être 10 dans le secondes, cloud, ouais. voilà, etc. Donc les clouds commencent à se manger les uns les autres, ça devient un enfer, et là, maintenant, on redécouvre paradoxalement que c'est pas plus mal de gérer le stockage de toutes nos données chez soi de manière protégée. Sachant que le cloud, ça peut être juste simplement son serveur qui est mis sur le réseau, et on n'a pas besoin d'aller chercher le cloud chez les Ça autres. s'appelle un cloud privé. Ça s'appelle un cloud privé, et ça remet en cause le cloud tel qu'on nous le vend souvent. 15 secondes, 10 secondes. Eh ben, je vais enquiller sur le cloud privé voilà. en citant la start-up de l'ami Tristan Nito qui s'appelle Cozy Cloud et qui offre toute une suite de logiciels permettant de mettre en place un cloud privé assez simplement. Ouais, il y a plein C'est de très solutions comme ça, efficace, c'est vachement. c'est totalement privé pour le coup, donc vous pouvez vraiment stocker des choses auxquelles vous tenez, que ce soit des documents confidentiels ou des photos de votre chat ou même des choses beaucoup plus intimes encore. Vous êtes certain que ça n'arrivera pas dans les fourches codines de Dieu sait qui. Et c'est très élégant comme approche. Alors, Tristan Nito, qu'on a connu chez Mozilla France, notamment. Un dernier mot, Jérémy, 15 plus secondes. un, Alors qu'il faudrait peut-être arrêter de prendre une douche au-dessus. Un plus un peu plus ludique pour Facebook, pour le coup, qui enfin, après des années, nous propose une alternative au like et nous propose des petites réactions, Un peu d'émotion dans un peu d'émotion et un peu de nuance, et quelque chose qui ressemble un peu à un bouton Enfin, dislike. vous avez remarqué quand même qu'il y a 5-6 nuances de sentiments chez l'être humain via Facebook. Hein. C'est-à-dire que, bon, on n'en est pas encore à l'être humain On n'a pas évolué. encore toute la palette, Ça mais, va venir. mais Tous des trackers publicitaires, je précise. évidemment. Évidemment. Bon, surtout, on ne branche pas mon voisin de gauche sur ce sujet-là, sinon on est parti pour une plus rapide. nouvelle émission. C'était le grand débat du web numéro 16, Digital Business News, et sur Demain TV. Merci à Emmanuel Parodi, Jérémy Benmoussa, Marion Nougier et Fabrice Epelbois. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas à partager. Salut.